RCF. Bien, on est réunis ce soir pour un des débats de la grande série de Là-haut sur la colline. Et le thème choisi ce soir, c'est l'esprit critique, une compétence clé pour l'avenir, sachant que le projet est d'évoquer la formation tout au long de la vie. Et quand même, cet esprit critique, il me semble que c'est devenu un enjeu majeur dans la formation et même dans la vie démocratique en France. Merci à tous donc d'être là. Le constat part d'un recul de la raison dans le débat public. L'émotion s'installe, largement portée par les réseaux sociaux, et le sens critique s'étiole un peu. L'effet sensible, c'est quand même la dégradation du débat public, puisque quand chaque citoyen renonce à activer sa raison dans le débat, accepte d'entrer en dialogue apaisé avec les autres, les conditions de l'élaboration des compromis, et non pas des consensus, des compromis est plus difficile, etc. Donc, peut-être il est temps de réagir et de tenter de réactiver un peu la raison dans le débat public, sachant dans le cadre du projet d'Épinal que l'enjeu est aussi la formation à cet esprit critique, c'est-à-dire comment à l'école, comment dans la vie quotidienne, on prépare les plus jeunes et même les citoyens déjà avancés en âge à activer leur esprit critique. Les intervenants ce soir sont des intervenants experts de ces questions. Guillaume Legault est directeur général de l'UCPA, mais c'est un ancien responsable des Scouts de France. Gilles Van der Potten, ici, anime Reporter d'Espoir. Il a contribué à la réédition et à la rédaction de L'Engagez-vous de Stéphane Hessel, qui a été quand même un succès d'édition en tous les cas, et a animé le débat pendant un moment en France. Et Ludovic Bissillat, qui est journaliste à Vosges Télévisions. Je vais demander à Guillaume Legault, à travers son expérience à l'UCPA, mais aussi tout son parcours au Scout de France, d'essayer de faire un peu le point sur l'état de l'esprit critique aujourd'hui en France et quelles sont les voies et les moyens pour essayer de réactiver un peu tout ça. À toi, Guillaume. Merci François. Alors, tu as eu l'amabilité de me présenter comme un expert. Je ne suis pas sûr du tout d'être un expert. Je vais essayer de vous dire en quelques minutes deux, trois choses, et peut-être commencer par une petite histoire. Il se trouve que quand j'étais jeune, j'ai été coopérant au Niger, et donc au Sahel. Et une des questions qui se posait, c'était de voir dans les villages la difficulté que les femmes avaient pour aller chercher de l'eau au puits. Elles faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau au puits tous les jours. Et donc, à un moment, l'Union européenne s'est dit, on va creuser des forages dans les villages. Et puis, ils se sont aperçus que, au bout de quelques années, la population diminuait. Et là, se sont posées des questions. On s'est dit, est-ce que l'eau est pas bonne dans les forages, etc. Et en fait, pas du tout. Le cœur du problème, c'était que quand les femmes faisaient le trajet pour aller chercher de l'eau, c'était le moment où se réglaient tous les problèmes du village, et en particulier les mariages. Voilà. Et donc les mariages ont commencé à chuter à partir du moment où les femmes ne pouvaient plus aller au puits. Et ça montre que parfois on peut faire des erreurs de connaissance quand on est confronté à des situations. Alors la deuxième chose que je propose de dire, c'est quelques données, parce que on est effectivement entouré par une montée de la communication sur Internet, mais on mesure pas à quelle vitesse ça va. Depuis les années 60, les ordinateurs doublent leur capacité à peu près tous les ans. Cette année, on a atteint le seuil où pour la première fois, un ordinateur individuel a plus de capacité de calcul que le cerveau humain. Et en 2045,
un ordinateur individuel aura plus de capacité de calcul que les cerveaux de 10 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire la population sur Terre. Et donc, dans un monde où on utilise de plus en plus Internet, la quantité d'informations qui circulent est de plus en plus importante, il est nécessaire de se poser un peu la question comment on gère cette masse d'informations, de connaissances, et comment, à un moment, on développe parfois un esprit critique face notamment au développement, parce que dans la masse de connaissances, il y a évidemment des fausses nouvelles, des théories complotistes, et tous ces phénomènes que vous connaissez sans doute. Alors qu'est-ce que c'est l'esprit critique ? Je vais essayer de dire 2 mots là-dessus, même si je ne suis pas vraiment un expert, mais la première chose qu'on voit spontanément, c'est que tout le monde pense. Ça fait partie de notre nature. Comme disait Descartes, je pense donc je suis. Mais la plupart de nos pensées, en fait, elles sont souvent biaisées, déformées, partiales, mal informées, pleines de préjugés. Et pourtant, la qualité de notre vie dépend précisément de la qualité de notre pensée. Et donc, c'est pas le tout d'avoir l'esprit bon, et le principal, c'est de savoir bien l'utiliser, bien l'appliquer. Et l'esprit critique nous aide justement à prendre des décisions plus éclairées. Il nous permet d'éviter certaines erreurs inutiles et, comme le disait Emmanuel Kant, l'esprit critique nous libère, nous aide à comprendre pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Il nous aide à penser les situations dans lesquelles nous sommes et à pouvoir les améliorer. En fait, l'esprit critique permet de comprendre comment nous connaissons, de prendre du recul et de remettre en question les choses, d'élaborer de nouvelles idées. Pour autant, il faut le dire tout de suite, l'esprit critique ne garantit pas le bonheur. C'est pas la clé de tout. Voilà. Alors, il faut dire tout de suite, prendre la précaution de dire que l'esprit critique ne consiste pas à se méfier de tout, à douter de tout et à tout critiquer. L'esprit critique n'est pas l'esprit de critique. C'est avant tout un processus qui vise à rechercher les informations de manière indépendante, d'essayer de les analyser, d'en faire une synthèse, de les évaluer, dans le but toujours de prendre des décisions, si possible, éclairées. L'esprit critique est donc la capacité à déterminer si l'information a de bonnes chances de correspondre à la réalité, et donc, c'est ça qui est important, si elle mérite notre confiance. La clé de la compréhension de l'esprit critique, c'est ça, c'est qu'est-ce qui nous permet de donner confiance à une connaissance, à une information, à des choses, comment on peut accorder notre confiance à bon escient. Alors, bonne nouvelle, c'est que chacun est capable d'esprit critique. Voilà, c'est quelque chose qui nous est donné, une prédisposition qui nous est donnée dès la naissance. Vous avez sans doute observé que les enfants de 3 ans, ils savent naturellement faire choisir quelle est l'information à laquelle ils vont faire confiance et comment ils vont aller plutôt vers des adultes plutôt que vers d'autres enfants de leur âge, parce que souvent les adultes leur donnent des informations plus justes, plus vérifiées. Et dans le monde des adultes, plutôt vers des adultes qui sont proches d'eux et bienveillants. Et donc, il y a cette capacité à savoir faire le tri et à exercer l'esprit critique, qui est une prédisposition qu'on a donc dès l'origine. En revanche, dans l'environnement numérique, notre esprit est fortement tenté d'accepter des idées vraisemblables, qui ne nécessitent pas de réfléchir. On a aussi très souvent tendance à croire les informations qui renforcent nos convictions, même quand elles sont fausses. Et en réalité, donc, beaucoup de phénomènes qu'on a tendance à imputer aux algorithmes sont en fait des phénomènes qui sont liés à nos erreurs de comportement. Ça signifie que nous avons des ressources pour éviter les pièges des fausses informations et des erreurs de raisonnement, à condition qu'on cultive l'esprit critique. Alors, l'esprit critique, c'est un processus, c'est pas un résultat, c'est une démarche constante. Et d'où l'importance de l'éducation à l'esprit critique, de cultiver cet esprit critique. 2 mots sur l'éducation, parce que l'éducation actuelle, elle a tendance à plus apprendre le coût des choses que la valeur des choses, à enseigner plus de connaissances que de compétences. C'est ça l'enjeu, de réveiller l'éducation à l'esprit critique, c'est de redonner la capacité à maîtriser comment on acquiert des connaissances, des compétences, et comment, au bout du compte, c'est pas tant la masse de connaissances que nous accumulons que la capacité à les employer qui est essentielle, à identifier les sujets,
à évaluer les sources, à analyser les informations, à prendre des décisions. C'est un sujet qui est travaillé de manière intéressante par un sociologue qui s'appelle Gerald Bronner. En plus, il se trouve que je le connais bien, c'est un ami, et qui a écrit beaucoup sur cette question-là depuis une dizaine d'années, et en particulier sur comment éduquer à l'esprit critique à l'école. Et si on veut essayer de dire en deux mots un peu la méthodologie qu'il propose, c'est très simple, hein. Il met l'accent sur quelques éléments clés, mais que chacun d'entre nous peut utiliser dans le quotidien. En particulier, distinguer les faits des opinions, des présupposés ou des préjugés, ce qui permet de révéler les lacunes ou les choses qui sont illogiques dans les informations qu'on peut avoir autour de nous. Est-ce qu'au fond, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'information est plausible, vraisemblable, crédible par rapport à l'ensemble des connaissances que nous possédons. La deuxième chose, c'est de resituer l'information dans son contexte. Est-ce que l'information est appuyée par des arguments qui viennent la compléter, la justifier de manière cohérente? La troisième chose, c'est d'évaluer la qualité des preuves. Est-ce qu'il y a des preuves derrière l'information? Et s'il y a des preuves, est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Est-ce que c'est une observation factuelle ou juste un souvenir, un propos rapporté? S'il y a des chiffres, des données, est-ce que l'échantillon est significatif? Voilà. Et puis la quatrième chose, c'est d'apprécier la fiabilité des sources. Est-ce que la source de l'information est bien identifiée, bien identifiable? Est-ce qu'elle a une expertise reconnue? Est-ce qu'elle est désintéressée ou éventuellement en conflit d'intérêts avec les informations qui nous sont données? Ça, c'est des choses qui sont valables dans la vie de tous les jours. Moi, j'étais hier avec la direction des ressources humaines qui me donne des chiffres sur la formation à l'UCPA. On a un groupe associatif, on emploie 12 000 personnes. Ils confondaient les heures de formation et les personnes en formation. Bon, du coup, il faut leur demander, mais est-ce que vous êtes sûr que vos chiffres sont bien ceux dont vous croyez parler? Et puis après, on essaye de savoir d'où viennent ces chiffres. Voilà. De quel système vous les avez sortis, comment vous les avez. C'est des questions qu'il faut en permanence se poser. Alors pour développer l'esprit critique, ce que disent beaucoup de pédagogues, en particulier des gens comme Dewey ou Piaget, c'est qu'il faut développer la capacité à apprendre par l'expérience. Il existe de multiples expériences pédagogiques très intéressantes pour développer l'esprit critique. Pour pas être trop long, je vais juste mentionner quelques éléments, mais dans les points un peu clés qu'il faut avoir à l'esprit et essayer d'éveiller chez les personnes qu'on accompagne, ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, hein, à qui on essaye d'apprendre l'esprit critique. La première chose, déjà, c'est d'énoncer clairement le sujet. Ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Et je pense que moi, personnellement, si j'ai un peu d'esprit critique, c'est sans doute parce que mon père m'a toujours dit « un problème bien posé est à moitié résolu ». Et c'est vrai, je pense qu'il faut savoir énoncer clairement le sujet, essayer de bien comprendre de quoi parle-t-on, quelle est l'information qu'on recherche. La deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'écarter les présupposés, les préjugés. Voilà, se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment une information ou est-ce que c'est quelque chose, un jugement de valeur? Analyser les arguments, vérifier la qualité des sources, rechercher des informations complémentaires, prendre en compte la situation globale, examiner les perspectives possibles, qu'est-ce qu'il est possible d'imaginer par rapport aux informations qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on peut en faire. Quelque chose de très important, prendre en compte le point de vue des autres. Voilà. Et vous allez voir dans les quelques exemples pratiques que je vais donner, c'est un élément clé, ça. Et puis enfin, l'esprit critique, ça ne se limite pas à challenger en quelque sorte l'information, il faut aussi pouvoir en tirer des conclusions pour résoudre les problèmes et savoir, quand on tire les conclusions, toujours se poser la question, est-ce que la conclusion que je tire est la bonne? Est-ce qu'il ne faut pas la remettre en cause? Voilà, donc si on applique un peu cette pédagogie d'analyse de l'information et de la capacité à essayer de développer son esprit critique, ça nous permet d'échapper à tout un tas de risques, par exemple d'avoir des faux dilemmes
On le voit très souvent dans notre société, particulièrement sur les chaînes de télévision d'information en continu, comme on dit. On a tendance à nous imposer une pensée binaire. Je veux dire, faut être pour, faut être contre, c'est bien ou c'est mal, etc. Souvent, la vraie information, la vraie connaissance des choses, elle est beaucoup plus nuancée. L'esprit critique, il permet justement d'essayer de rentrer dans la nuance et la compréhension un peu plus fine. L'esprit critique, il permet d'échapper aussi à la rhétorique apparente, d'essayer d'arriver à décoder les images, d'arriver à décoder les messages, pour voir notamment par exemple, tout ce qui est derrière la publicité, comment on peut arriver à comprendre ce qu'il y a comme vraie information. Il permet d'éviter de tomber dans le piège de l'émotion. François le disait, l'esprit critique, c'est faire appel à la raison, essayer de prendre de la distance par rapport à ses émotions. Prendre de la distance aussi par rapport aux arguments d'autorité. Voilà, on vient de vous dire « je suis expert », alors que je ne le suis pas du tout, et vous vous dites « tout ce qu'il raconte, c'est très bien ». Non, l'esprit critique doit vous amener à vous dire « est-ce qu'il est vraiment expert ?» et « est-ce que ce qu'il nous raconte a du sens, est cohérent, est appuyé sur des preuves, est-ce qu'il a cité des auteurs, est-ce qu'il a argumenté son propos, ou est-ce qu'il est juste en train de nous raconter des trucs ?» C'est ça, faire face aux arguments d'autorité. Essayez aussi de prendre de la distance par rapport à un défaut de pensée qui est souvent l'isolement égotique, le fait de se replier sur soi et de se dire je pense un truc et je suis convaincu que j'ai raison, et on s'enferme dans sa propre pensée sans être capable à un moment de se remettre en cause, où on porte des jugements trop rapides. Voilà, et donc j'ai essayé de vous dire un petit peu pourquoi il fallait développer l'esprit critique, comment on peut essayer de le définir, quels sont finalement les leviers de l'esprit critique, et peut-être juste pour finir en 2 mots, donner quelques exemples de pratiques pédagogiques qui permettent de développer l'esprit critique. Alors, par exemple, il y a un professeur d'Harvard, David Perkins, qui développe ce qu'il appelle le visible thinking. C'est-à-dire comment on fait pour donner à voir notre manière de penser. Ça peut paraître un peu conceptuel là, quand je dis ça comme ça. Vous allez voir, c'est très simple en fait. Par exemple, un truc très simple que vous avez sans doute vu, c'est le mind mapping. Les gens qui écrivent leurs idées. Le mind mapping, c'est on est en train de débattre de l'esprit critique et vous avez pris des notes en mettant, au lieu de faire un texte en continu, vous dessinez les idées sur une feuille et vous dites, tiens, les idées centrales, je vais les mettre au centre, les idées secondaires, je vais les mettre sur les côtés, puis je vais essayer de faire des liens entre les idées pour les relier. Voilà, c'est ça le mind mapping. Et le fait de visualiser ça sur un document, ça permet de voir comment j'ai construit cette pensée et comment j'ai relié différentes idées, différents éléments, où est-ce que j'ai mis l'augmentation de la masse d'informations sur Internet, où est-ce que j'ai mis les problématiques de l'éducation à l'école, etc. Dans ces types d'exercices qui permettent de visualiser la pensée, il y a la manière dont on va pouvoir aussi poser les bonnes questions aux gens qu'on accompagne, essayer de leur renvoyer les bons challenges. En particulier, une question qui est toujours intéressante à poser, c'est qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Pourquoi vous dites ce que vous êtes en train de dire ? Sur quoi vous le justifiez ? À partir de quels arguments vous l'étayez ? Ça, c'est le début de l'éveil à l'esprit critique qui va permettre aux gens de prendre conscience comment ils construisent leur pensée. On va pouvoir faire aussi des jeux avec les gens à qui on cherche à développer l'esprit critique en leur disant essayez de relier les informations qu'on vous donne avec des informations que vous connaissez déjà. Est-ce que, une fois que vous avez fait ça, est-ce que ça vous donne des idées nouvelles ? Est-ce que ça fait appel à d'autres connaissances que vous avez ? Et enfin, est-ce que ça vous interroge et est-ce que vous vous posez des questions par rapport à l'ensemble de ces informations qu'on a mis devant nous ? Voilà, enfin on pourrait développer à l'infini le nombre d'exemples. Une chose est sûre, c'est que finalement l'exercice le plus simple et le plus basique pour développer l'esprit critique, c'est celui j'espère qu'on va pratiquer dans une minute, c'est le débat. C'est avant tout dans la capacité à se confronter au point de vue des autres qu'on va pouvoir petit à petit se décentrer de son propre point de vue et essayer d'objectiver les choses et d'arriver à faire en sorte d'atteindre cette capacité à avoir
ensemble un esprit critique et une capacité du coup à essayer d'éclairer les décisions que nous sommes amenés à prendre et d'être sûr qu'on soit dans un schéma de pensée, en tout cas, qui soit le plus proche du réel, si possible. Merci Guillaume. Je vais me tourner vers Ludovic maintenant. Et j'aimerais bien qu'il développe un peu sa perception de l'esprit critique chez les téléspectateurs de Vosges Télévisions. Est-ce qu'il a l'impression que les gens regardent les images de manière crédule, n'interrogent pas ou peu les journalistes sur ce qu'ils émettent? Comment se passe cette relation entre l'émetteur d'infos? Parce que la question de l'esprit critique, le débat n'est pas consacré aux médias ce soir, mais on voit bien qu'autour des médias, il y a un enjeu majeur de l'activation de l'esprit critique des citoyens. Et les médias dans le sens large, et particulièrement les réseaux sociaux, Guillaume en a parlé à l'instant, à travers les thèses de Gérald Bronner, Gérald Bronner dans ses livres montre très bien à quel point une partie de notre cerveau réagit de manière émotionnelle, et si on se contente d'activer cette partie-là de notre cerveau, il y a de la perte en ligne dans la connaissance, la compréhension des enjeux et le dialogue démocratique dans la société. À toi, Ludovic. Merci beaucoup. Je précise, effectivement, je ne suis pas un expert de quoi que ce soit. Je suis généraliste en tout, spécialiste en rien, qu'on soit bien d'accord. En tout cas, c'est la raison d'être de Vosges Télévisions. Tout le monde connaît Vosges Télévisions ici, j'imagine. Et vous êtes tous des Spinaliens ou des Vosgiens. Oui? Non? Non? Alors, je me permets... Voilà, on le prend comme cas d'école. Ouais, voilà. je me permets une petite introduction. Donc, Vosges Télévisions, télévision départementale. Télévision départementale qui existe depuis 2009. Initialement, c'était au début des années 90 Image Plus. Et en fait, Image Plus, la petite histoire et la petite anecdote rigolote, c'était que ça a été une des toutes premières chaînes de télé locale de France, à l'initiative de Séguin, et qui était maire d'Épinal. Et en fait, les réseaux des télés, c'est à l'époque évidemment où se sont développés les réseaux câblés. Et pour que ces réseaux câblés se structurent de façon un peu plus ambitieuse, l'idée c'était d'associer une chaîne de télé locale dessus. Il y avait plus de moyens mis au développement des réseaux câblés s'il y avait une chaîne de télé locale, d'où l'émergence des chaînes de télé locales. Initialement, c'était, je la fais très courte, initialement c'était bien sûr que sur le réseau câblé d'Épinal et des quelques communes aux alentours. Et puis en 2009, je me permets, en 2009, donc la TNT, l'avènement de la télévision numérique terrestre, a permis donc le développement, certes, des chaînes nationales jusqu'à 26, 27, mais au niveau local, ça a permis de diffuser les chaînes de télé locales sur un territoire très précis. C'est-à-dire que nous, Vosges Télévisions, évidemment, nous sommes diffusés sur les relais TNT qui sont présents sur le département des Vosges. Donc ça permet vraiment de cibler les canaux de diffusion, quoi. Donc c'était quand même super intéressant, évidemment. Voilà. Pour finir la présentation, la façon dont on fonctionne, nous sommes, parce que c'est important pour imaginer, enfin pour avoir une idée de notre esprit critique et surtout de la façon dont on travaille. C'est l'idée de mon intervention, c'est de vous témoigner un petit peu la façon dont on travaille et puis dont on perçoit les choses comme vous venez de le dire. Je vais répondre à votre question. Notre fonctionnement, nous sommes une société d'économie mixte. Société d'économie mixte, c'est-à-dire c'est des capitaux publics en grande majorité et quelques capitaux privés. Mais généralement, c'est des banques ou les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres d'agriculture, chambres de métier et de l'artisanat. On n'a pas Bolloré qui est chez nous, quoi. On n'a pas non plus de capitaux privés locaux, quoi. Les capitaux privés, c'est surtout des structures telles les chambres consulaires. Tout ça pour vous dire que notre budget, et certes, il vient un petit peu de la publicité, un petit peu des prestations qu'on propose à des structures diverses et variées. Bon, c'est pas non plus pléthore, mais c'est aussi et surtout l'argent public, quoi. Alors évidemment, vous payez tous la redevance. Enfin, on payait tous la redevance avant que la redevance devienne. Enfin, maintenant, c'est plus
avec les impôts. C'est un budget du gouvernement. D'ailleurs, ça a fait débat et ça continue à faire débat par rapport à l'indépendance, évidemment, de Radio France et de France Télévisions. Bref, en tout cas, nous, on n'est pas concernés par ça, juste pour information, puisque notre budget ne reçoit pas 1 euro de la redevance des Français ou des Vosgiens, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est le conseil départemental, c'est des choses publiques, on est une société d'économie mixte, public-privé, donc le conseil départemental, l'agglomération d'Épinal, l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. L'idée, c'est de se rapprocher avec les communautés de communes aussi pour agrémenter un petit peu notre budget et notre façon de travailler, enfin nos moyens pour travailler. Et voilà. Je ferme la présentation. Quelqu'un a des questions par rapport à ça, par rapport à Vosges Télévisions ? Et puis, grosso modo, je finirai en disant juste que Vosges Télévisions, donc le département des Vosges, c'est aujourd'hui 362 000 habitants. Et les différentes études, alors médiamétrie, études de boxe, etc., je vous passe les détails, c'est d'une complexité assez faramineuse. Enfin bref, grosso modo, il y a un Vosgien sur 3 qui nous regarde régulièrement. Plus ou moins longtemps, plus ou moins régulièrement, mais une chose est sûre, c'est qu'évidemment sur le bassin d'Épinal, on a un taux, on appelle ça le taux de pénétration, c'est-à-dire le taux de téléspectateurs qui nous regardent vraiment. Il y a le taux d'initialisation, ceux qui peuvent nous regarder, et il y a le taux de pénétration, ceux qui nous regardent vraiment. Et on est grosso modo, sans prétention aucune, parce que c'est les chiffres, on est une des, pour ne pas dire une des toutes premières chaînes de télé locale de France qui est la plus regardée. Mais ça s'explique évidemment par rapport à l'historique et la présence depuis 30 ans sur le territoire d'Épinal et de l'Agglo, avec des fidèles téléspectateurs depuis 30 ans sur Épinal et l'Agglo. Mais à Saint-Dié, ça marche très bien. Sur le Massif, ça marche très bien. Sur la Plaine... disons les choses honnêtement, ça peut être un peu plus compliqué dès qu'on passe vite le contexte, parce que Neufchâteau, la population de Neufchâteau, ils sont très orientés sur Nancy. Ils vont plus facilement à Nancy qu'à Épinal, donc quelque part ils peuvent se sentir parfois un peu moins concernés. Après, c'est une vraie difficulté pour nous aussi, parce que forcément, on est Vosges Télévisions, donc on est censé leur proposer des choses. Et voilà, j'en termine pour cette présentation, ça me semblait important. Votre question par rapport aux téléspectateurs, une chose est sûre, pour en connaître quelques-uns ici et pour en croiser souvent, c'est clair qu'il y a, nous on le ressent, il y a vraiment 2 types de téléspectateurs, quoi. Il y a les téléspectateurs consommateurs, donc qui reçoivent l'information, mais je me permets d'être un peu critique justement, mais on sent bien que derrière ça déclenche pas de réflexion ou ça déclenche pas de questionnement, etc. Et puis il y a d'autres téléspectateurs qui sont Mais voilà, rien de bien nouveau sous le soleil. C'est déjà ceux qui s'intéressent à la façon dont s'organisent les choses, dont s'organise l'espace public, dont s'organisent les collectivités, etc. Et votre offre éditoriale, elle encourage le questionnement chez vos téléspectateurs ou pas? Ou est-ce qu'elle est... Alors, est-ce que vous opérez un lissage de l'info? Non. Pas polémique Alors, nous sommes une chaîne de télé d'information locale et généraliste. Oui. Donc, entre guillemets, on n'a pas à choisir l'information que l'on souhaite diffuser. Sauf que, évidemment, informer, c'est choisir. Donc, il est bien évident qu'au regard de la multitude des sujets d'actualité à un moment T, au regard de la multitude du territoire. Voilà, c'est grand, hein, de Neufchâteau à Saint-Dié ou à Provenchères-sur-Fabre, on a de quoi faire, quoi. Mais comment on choisit... Alors, j'en viens à comment on choisit les sujets, c'est votre question. Ouais. Comment on choisit les sujets? Premièrement, par exemple, choix a été fait, et c'est pas le cas de toutes les télés locales, choix a été fait dans la rédaction de Vosges Télévisions de quasi systématiquement éviter de rebondir sur une actu nationale. Si le téléspectateur lambda de Vosges Télévisions le soir à 18h voit le même reportage que peut proposer TV Le Mans ou France 3 Nancy, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et il faut proposer des choses locales. Donc choix a été fait de peu ou pas rebondir sur des actus nationales.
Et donc, quand il n'y a pas de spécificité locale. D'accord. Évidemment, s'il y a une spécificité locale, s'il y a un ancrage local, s'il y a un regard local, on l'aborde avec les acteurs locaux. Alors, soit ceux qui, entre guillemets, utilisent ou subissent cette actualité, ou soit ceux, évidemment, qui en sont acteurs. Je pense au monde de la santé, je pense enfin voilà, tout le monde socio-économique, etc. Il y a énormément de choses, des actus nationales qui ont un angle et qui peuvent avoir un ancrage local. Et puis, alors, ceci dit, ça, c'est aussi une vraie difficulté, dans le sens où ceux qui entendent des choses au niveau national croient que ça se passe partout pareil. Qu'on soit à Annecy, à Paris ou à Brest, l'info a priori est la même. Non, l'info n'est pas du tout la même. Pardon, c'est très caricatural, mais quand j'entends dire des membres de ma famille qui sont dans d'autres régions de France, par rapport au grand départ en vacances, oh là là, c'est la cata, il y a des bouchons partout. Ben non, dans les Vosges, il n'y a jamais de bouchons, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment très très caricatural, mais ça marche pour plein de sujets. C'est impressionnant. Donc voilà, nous, on est vraiment toujours, on garde à l'esprit le local, comment le local peut être impacté, comment le local quand je dis local, c'est voilà, les Vosgiens, aussi bien les habitants que les acteurs, je réitère, comment le local peut tout simplement apporter sa pierre à l'édifice, à une actualité, à une problématique, etc., etc. Et je réitère, c'est un peu triste à dire, on va dire, je vais être honnête, parce qu'on s'y confond souvent, mais voilà, parmi les téléspectateurs, on sent bien ceux à qui on donne une info et derrière ça déclenche une réflexion, ça déclenche un esprit critique, et ils regardent ça de façon un peu critique, et puis ceux qui... alors les réseaux sociaux font du mal par rapport à ça, évidemment, hein, mais ceux qui chopent une info et s'en contentent et vont pas chercher plus loin. Autre impact par rapport à l'esprit critique, nos reportages, habituellement, ils font 2 minutes, 2 minutes 30. C'est vachement long, c'est très long. Quand on est habitué à regarder les JT des chaînes nationales, voilà, c'est des reportages de 1 minute, 1 minute 30, avec des interviews super courtes. Essayer de décortiquer la façon dont vous regardez, la façon dont est construit un reportage sur TF1 ou France 2. Des fois, c'est des interviews qui durent, mais je sais pas, quelques secondes, quoi. Des fois, hein, pas tout le temps, bien sûr. Pas tout le temps. Mais c'est super court. Et des fois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. C'est tellement court, c'est juste un bout de phrase comme ça. Mais je vais vous poser une question concrète là, pour essayer d'illustrer votre démonstration. Les Vosges sont un département forestier. La forêt est l'objet de débats assez forts autour du réchauffement climatique, la gestion de la forêt, etc. Il y a par ailleurs dans les Vosges des industries liées au bois, papetière, etc. Donc, quelle est la ligne éditoriale de Vosges Télévisions sur la question de la forêt, par exemple? Concrètement, comment est-ce que vous abordez cette question? Comment est-ce que vous traitez la question du réchauffement climatique pour la forêt, etc. Quel est votre discours? Quel est l'angle? Alors, en fait, très honnêtement, on n'a pas de ligne éditoriale. Non, mais c'est clair, on n'a pas de ligne éditoriale parce qu'on est une télévision généraliste. On n'a pas de ligne éditoriale parce que ce serait... Enfin, pardon, mais ce serait se mettre déjà quelques œillères sur certaines thématiques, quoi. On n'a pas de ligne éditoriale parce qu'on est une chaîne généraliste. Qui dit chaîne généraliste dit aborder toutes les actus. Oui. On est obligé de les choisir, on est bien d'accord. Et puis les aborder de façon en donnant la parole à tous les acteurs. Oui. Dans le sens où, bien évidemment, on donne la parole, alors, je sais pas, pour parler de la forêt, l'évolution d'un acteur industriel important qui s'appelle Norske Skog, là à côté, voilà, il grosso modo a 200 millions d'euros d'investissement pour modifier complètement sa production, son approvisionnement, etc. Je veux dire, nous, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus à part évoquer et donner la parole au PDG qui nous explique pourquoi il fait ça. Après, évidemment, on se permet d'aller... Enfin, on se permet.
Voilà, se permettre le terme, c'est pas le terme. Après, évidemment, on va voir les forestiers, on va voir, je sais pas, ceux les Vosges Nature Environnement, les associations environnementales, etc. Savoir ce qu'elles en pensent. Donc vous organisez le débat. On organise le débat. Voilà, c'est ça. En fait, on retransmet le débat. Organiser, c'est pas le terme non plus. Est-ce que c'est pas notre rôle d'organiser des choses? Nous, on est juste une vitrine de ce qui se passe. Il n'y a pas des moments de débat, des émissions de débat, pardon. Gilles enchaîne, oui. Si, bien sûr. Si. Parce que, en fait, ce que vous dites me fait penser à des... Là, tout ce que je viens de dire, c'est pour le journal. Hein. C'est pour le JT. Ouais. Attention. Là, vous me posez la question, le téléspectateur lambda, je vous donne ce qui concerne ce qui fait notre audience, c'est-à-dire le journal télévisé de 18h, multi-rediffusé, etc. Tous les jeux, plusieurs fois par jour, un petit condensé le week-end des sujets, etc. C'est le JT. Après, on a des émissions. Où là, mais le principe est le même. Moi, je m'occupe donc d'une émission qui s'appelle Ça nous regarde. Voilà, pendant des années, j'avais 5 invités sur des thématiques. Je choisissais mes invités. Je continue à choisir les invités des émissions qui illustrent la pluralité des thématiques. Je sais pas, mais c'est une question de déontologie aussi. On est des journalistes généralistes. On va pas volontairement ne pas donner la parole à un tel ou un tel. Ça me semble essentiel. Et si moi j'ai une carte de presse, si je fais pas ça, je mérite pas ma carte de presse. Enfin, on est un média généraliste. On n'est pas Libération, on n'est pas l'Humanité. Voilà, c'est ça. Donc, par rapport à l'esprit critique, c'est l'esprit critique, ok, mais c'est avant tout déjà l'esprit ouvert et vouloir donner la parole à tout le monde. Même, enfin, évidemment. Et c'est comme ça qu'on suscite le débat, quoi. Bien, Gilles, c'est à toi. Alors, peut-être pas uniquement sur la question des médias, même si tu l'évoqueras largement puisque c'est dans ton champ, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le débat public en France, on peut faire avancer l'esprit critique? Je pense que je me permettais de réagir pour créer un peu le débat et un peu provoquer, en disant, tu évoquais, Guillaume, l'argument d'autorité. Donc il y a des figures qui nous semblent pouvoir prendre la parole et être légitimes. C'est un peu l'effet blouse blanche. Alors sans viser personne, ni même un grand médecin, enfin un médecin en tout cas marseillais. L'argument d'autorité, on a vu les dégâts que ça pouvait causer à une époque, quand on a invité Claude Allègre, au nom de « on donne la parole à tout le monde », on donnait 50% aux climato-sceptiques, 50% aux activistes souvent du climat, et sans se poser la question du fait, enfin on se l'est posé par la suite, et grâce au débat justement médiatique, en partie, que y avait des climatologues pour parler de climat, et qu'un géophysicien, il n'était pas spécialiste du climat. Donc on s'est dit, on a besoin d'expertise aussi, et c'est pas sous prétexte qu'on a affaire à un médecin qui est compétent, ou à un géophysicien qui est compétent sur le climat. Donc il y a pu y avoir des volontés de médias d'équilibrer le débat en disant on donne la parole à tout le monde, et ça a créé des distorsions quand même parce que on s'est aperçu que c'était un imposteur quand même, Claude Allègre, sur cette question-là. Donc voilà, c'était juste pour puisque bon, je travaille dans les médias comme vous, et ce que vous me disiez, alors j'ai travaillé avec des confrères et des consoeurs alsaciens qui me disaient nous on n'a pas de position sur le climat. Mais quand même, on se pose la question, quand on aborde un sujet économique, vous parliez de l'entreprise papetière qui est très puissante dans le département, on se pose la question de comment on peut aborder la question écologique quand on parle d'économie. Nous, on voit une entreprise s'installer, créer une nouvelle unité de production, on va couvrir le fait que voilà, ça crée de l'emploi, point. On ne peut pas ne pas le couvrir, ça fait partie de l'actualité économique. Par contre, on ne sait pas comment aborder la question écologique. Et nous, en réfléchissant un peu avec eux, on s'est dit, mais et si vous contentez déjà de poser la question au PDG que vous évoquez, de dire, qu'est-ce que vous faites en matière d'écologie, de gestion durable des forêts, enfin, c'est des sujets que tout le monde a à l'esprit. Donc, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Et vous voyez, c'est des choses toutes basiques, en fait. Enfin, c'est assez facile, journalistiquement, de poser les questions qu'on veut à nos interlocuteurs. Et donc, on peut, si on le souhaite, poser systématiquement la question de la dimension écologique, si ça s'y prête. Et donc la rédaction en question en Alsace nous a dit on n'a jamais discuté entre nous en fait au sein de la rédaction
de si on avait une position sur les sujets environnementaux. Et donc, par la discussion, on a réussi à faire émerger une idée qui était de... Parce qu'en fait, ils disaient tout le monde est libre, et c'est peut-être très bien d'ailleurs, chaque journaliste la prendre comme il veut, mais peut-être au fond qu'on devrait en discuter entre nous et qu'on devrait avoir un positionnement éditorial de la chaîne là-dessus. Ouais, même les journalistes se mettent dans un esprit de recul critique en fait. Comment on pourrait, puisque la société nous demande d'aborder ces questions climatiques, parce qu'on sait très bien que ça va être important et que ça l'est déjà, voilà, se dire on va peut-être avoir un positionnement, peut-être qu'ils se positionneront pas, ou peut-être que ce sera juste on aborde la question, on pose systématiquement la question dans une interview. Mais ouais, les journalistes aussi se posent des questions. Eux-mêmes qui sont censés être le lieu du débat critique, se disent peut-être que on peut changer, on peut trouver de nouvelles manières de faire, etc. Nous, on s'est pas positionné en se posant la question. Bon, il faut qu'on se positionne. On s'est juste dit, il faut qu'on en parle. C'est pas la même chose entre se positionner. De quel droit et avec quelle expertise, on parlait tout à l'heure des expertises, avec quelle expertise on pourrait se positionner. On n'a pas à se positionner. On n'a pas les compétences, j'estime, pour se positionner. On n'est pas une rédaction spécialisée scientifique ou politique, etc. On est une rédaction généraliste. Donc l'histoire du positionnement et pour moi, ça c'est hors sujet. En revanche, on peut juste se dire, et c'est ce qu'on s'est dit à la rédaction à Vosges Télévisions, on s'est dit, on lui donne une certaine taux d'écoute, on lui donne une certaine place. Personne nous dit à Vosges Télévisions ce qu'on a à faire. Personne. C'est l'actu qui nous le dit. Et les sujets d'initiative, on appelle ça des sujets d'initiative, donc quand on a un sujet qui nous passe par la tête, qu'on a envie d'explorer, quand on a notre réseau d'informations, de contacts qui nous parle de telle ou telle chose, voilà, dit comme ça ne peut pas faire l'objet d'un reportage. Mais nous, on se dit, tiens, ça peut faire l'objet d'un reportage. Donc quand je disais tout à l'heure, informer, c'est choisir, il y a l'actu qui nous dicte parfois des choses, mais on a toujours l'esprit critique sur est-ce qu'on la traite ? Déjà, est-ce qu'on la traite ou pas ? Et deuxièmement, comment on la traite ? C'est-à-dire à qui on donne la parole ? À qui on donne la parole pour une actu nationale avec un décrochage local ? Qui est-ce qu'on fait parler ? On fait parler que des opposants environnementalistes contre l'industrie agroalimentaire, ou on fait parler que le président de la Chambre d'agriculture et puis avec le PDG de l'usine du coin. Non, on fait parler tout le monde. Enfin, c'est notre métier, quoi. C'est juste la base. C'est juste la base du métier, quoi. En revanche, quand je me permets juste de réitérer, l'histoire du positionnement. Moi, en ce qui me concerne, je ne me sens pas du tout concerné par ce mot, quoi. Et la rédaction, on ne se sent pas concerné. En revanche, dans le sens où on n'a pas de position à prendre, ni à donner, ni à en fait, il y a des médias qui se positionnent. Voilà, oui, mais je me permets, c'est pas notre cas. Mais en fait, je voulais finir. Quelque part, on se positionne en se disant, allez, 2 ou 3 fois par semaine, on fait un reportage sur la biodiversité. Où là, c'est... Alors, je dis, on n'est pas obligé de... Enfin, personne ne nous dit de le faire. Pas encore, mais vous allez voir. Mais quelque part... Il y a des citoyens activistes et une proposition de loi qui va entrer sur le taux de couverture du climat. Il y a la semaine prochaine à l'Assemblée nationale un débat avec des députés de tous les bords qui se disent, est-ce qu'on va imposer aux médias un taux de couverture des sujets climatiques ? Enfin, c'est pour ça que j'y pense. Là, c'est bizarre, ça, quand même. C'est en cours. C'est en cours. Et vous avez... Non, je pensais surtout aux demandes du public, en fait. Et pourquoi pas demain le gouvernement qui impose de parler de l'industrie En tout cas, il y a une initiative citoyenne qui est en train d'émerger, comme il y en a eu d'autres. Vous avez peut-être vu la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Ce sont des journalistes indépendants qui l'ont portée, et ils ont fait pression, et il y a des rédactions qui l'ont adoptée, d'autres l'ont refusée, en disant on n'est pas Europe Écologie, votre truc c'est un peu bizarre, ça mélange les questions sociales et environnementales, c'est pas notre truc, on refuse. Mais ça a fait avancer le débat en fait, puisque Radio France a créé sa propre charte, ils forment toutes leurs équipes au sujet environnemental en disant c'est un sujet scientifique,
Nous, journalistes, on se doit d'avoir un recul critique, on se doit d'avoir des outils scientifiques. Et c'est là où je vais en venir par rapport à ce qu'on disait sur le recul critique. J'ai lu dans un livre, d'ailleurs vous parliez de Gérard Bronner, moi j'ai lu le livre d'un YouTuber qui était complotiste et qui explique, préfacé par Gérald Bronner, donc Mister Sam, c'est un ancien complotiste qui explique comment il en est venu à l'esprit critique, au recul critique. Et j'ai appris là-dedans que, donc on parlait des nouveaux médias aussi, donc c'en est un exemple, j'ai appris que 90% de nos décisions étaient influencées par nos intuitions. Ce qui peut être très bien, c'est le bon sens en fait, le bon sens paysan ou le bon sens tout court. Quand l'intuition est attachée à l'émotion, c'est ce que démontre à l'émotion. Gérald Bronner très bien dans son livre. Mais elle est pas elle est très bien pour se repérer. Enfin, je veux dire, rentrer chez soi, on prend la route, on réfléchit pas, c'est notre intuition. Par contre, ce qui manque à l'intuition, c'est la vérification. Et de ce point de vue-là, puisqu'on parle des sujets climatiques, et donc je pense à la science quelque part, pour moi en tout cas, est quelque chose d'assez exemplaire. C'est peut-être le degré le plus élevé d'esprit critique, dans le sens où on peut considérer que la science, au départ, ça procède par croyance. Je veux dire, quelqu'un se dit, tiens, si on faisait voler des engins dans les airs, peut-être que c'est possible. Donc on croit que c'est possible, on va expérimenter, on va se casser la figure, et puis on va arriver à faire voler un avion. Donc la science procède par croyance, par confirmation, par recul critique, la figure du scientifique ou de l'ingénieur est assez intéressante, je pense, de ce point de vue-là. Et il se trouve qu'avec le climat et les sujets environnementaux, j'ai l'impression que les journalistes commencent à se passionner pour la science, et je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que des journalistes disent qu'il leur manque cette dimension. Donc je pense que ça peut être bénéfique justement à l'esprit critique, au recul critique du journaliste, que d'avoir cette dimension scientifique. Voilà, une réflexion par rapport à ça. Après, évidemment, Libération n'est pas l'Humanité, n'est pas La Croix, n'est pas Le Figaro. Enfin, je veux dire, il y a des contrats de lectorat qui sont très clairs. Après, il y a effectivement des médias qui se défendent de tout positionnement, que ce soit politique, idéologique. Mais je sens quand même que sur cette question, il y a une partie des citoyens, en tout cas, c'est souvent une minorité, mais qui presse les journalistes de peut-être pas s'engager, mais se positionner. Ou à minima d'en parler, comme vous disiez, on peut se contenter d'en parler sans avoir de charte ou de présupposés. Mais il faut quand même éviter peut-être des erreurs qu'on a pu faire dans le passé, puisque c'est ça l'esprit critique. Non, mais il y a une dimension de l'esprit critique, on va en débattre avec les gens réunis là. Une des dimensions d'esprit critique, ça consiste à ne pas bénir le monde tel qu'il se déroule sous nos yeux, c'est-à-dire interroger le monde. L'esprit critique, c'est aussi constater que des phénomènes se produisent, en chercher les causes et les conséquences. Et c'est vrai dans nos vies de citoyens, dans nos jugements de citoyens, et c'est a fortiori vrai pour les médias. Il y a cette dimension-là dans l'administration de l'information, dans la clarification d'un certain nombre de questions. En modélisant, j'ai cherché, toute ma carrière de rédacteur en chef, j'ai cherché à savoir pourquoi les gens lisaient les journaux ou s'intéressaient à l'info. Et la réponse la plus fiable, et à mon avis la plus solide à laquelle je suis arrivé, c'est que les gens cherchent à ce qu'on réduise leurs incertitudes. Cette réduction des incertitudes, ça consiste à leur donner non pas les réponses, mais les outils pour analyser le monde dans lequel ils vivent. Et ça, c'est un travail éminemment journalistique, mais qui est aussi le travail des pédagogues à l'école, au collège, au lycée ou à l'université, pour préparer les collégiens, les élèves du primaire et les lycéens et les étudiants à regarder le monde sans le bénir mécaniquement tel qu'il est, mais en essayant de construire des projets pour l'améliorer. Vous avez la parole, là. Je peux me permettre ton prénom ? Gilles. Je me permets une petite... Parce qu'on parle beaucoup d'écologie et de positionnement. Autre illustration de ce que je disais là par rapport sans avoir une ligne éditoriale et un positionnement, une connaissance scientifique qui nous permet bien qu'évidemment, effectivement, il faut essayer de maîtriser un peu son sujet pour essayer de le retranscrire au grand public. Alors, je ne vais pas faire de la pub pour Vosges Télévision sur ce coup-là, mais qu'importe. Parle-nous du positionnement, pour le coup, du groupe EBRA, avec Vosges Matin.
et parce que tu as participé à l'élaboration des quelques pages Ici on agit. EBRA, ils n'ont pas de positionnement politique machin envers l'écologie. Et pour autant, enfin voilà, il y a une fois par mois un supplément qui est super intéressant, parce qu'évidemment, il y a la force de frappe du groupe EBRA, grosso modo de la Côte d'Azur jusqu'à Thionville, avec de l'illustration comme ce que tu fais toi, voilà, mais avec des petites initiatives sur l'ensemble du territoire. Vu que tu y as participé, pourquoi le groupe EBRA un jour s'est dit tiens, on va faire ça? Alors j'ai pas participé à ça directement en réalité, mais il se trouve que chaque année je rassemble une 50aine de médias, donc avec l'association Reporters d'Espoir qui édite cette revue. Alors il se trouve qu'elle est sur la nature et l'environnement, ce pourquoi j'ai ces sujets en tête, et que puisqu'on parlait de forêt, je parle d'environnement. Il se trouve que les médias progressent quelque part sur la couverture de ces sujets. De plus en plus se forment. Là, il y a la rédaction de France TV et celle de Radio France qui se forment toutes au climat. Il y a des scientifiques du GIEC qui vont dans les rédactions, etc. Donc ça fait émerger des nouvelles idées, des nouveaux, alors je dirais pas positionnement puisque ce mot gêne, mais des nouvelles rubriques, des nouveaux contenus. Et en fait, bon, EBRA en est une... Effectivement, c'est une illustration. C'est un des titres de presse quotidienne régionale qui n'était pas très... qui n'abordait que rarement, enfin, qui en tout cas ne faisait pas des rubriques ou des dossiers. Et ils s'y sont mis. Et ils s'y sont mis parce que c'était une demande de leur public, semble-t-il. Et c'est comme ça, en fait. Les journalistes ne sont pas toujours pionniers. À un moment donné, ils répondent aux demandes des citoyens aussi. Ce pourquoi il y a de plus en plus d'activistes qui font pression sur les médias. Et c'est peut-être une bonne chose, peut-être une mauvaise parfois, j'en sais rien. En tout cas, oui, il y a de plus en plus d'initiatives de la part des médias. Il y a des émissions, vous voyez, peut-être sur France Inter, vous écoutez CO2 Mon Amour, bon, qui existe depuis 30 ans, Denis Chessou. Il y a Mathieu Vidard, donc un scientifique qui se met à parler d'environnement, etc. Donc, alors sur RTL, il y en a beaucoup moins. Il y avait la Minute Verte, mais ça disparaît en fonction des choix éditoriaux, en fait, puisque tout est choix. L'objectivité n'existe pas, et d'ailleurs personne n'en parle dans le journalisme. On parle d'honnêteté et jamais d'objectivité. Alors moi je suis un peu extérieur à ça parce que je ne suis pas journaliste, mais je vais réagir. L'idée de dire qu'on n'a pas de positionnement, c'est, pour le coup, si on réfléchit avec l'esprit critique, c'est une idée un peu fausse. Parce qu'on est toujours positionné, on parle de quelque part, on parle quelque part à quelqu'un, et c'est en soi un positionnement. Après que donc voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que l'esprit critique est important, pour justement se poser la question, y compris vis-à-vis des gens, et pas simplement les médias, hein, vous avez plein d'acteurs dans notre société, des politiques, des entreprises, etc., qui invoquent l'idée qu'ils ne défendent pas un positionnement particulier, ben, ils défendent toujours un positionnement en réalité. Et donc l'esprit critique, c'est ce que je voulais juste ajouter, c'est que c'est pas tant la critique, parce que spontanément on voit assez bien ça. L'esprit critique, c'est l'esprit d'abord. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai essayé de dire au début, mais l'esprit critique, c'est de se demander comment nous pensons. Et d'arriver à mobiliser du coup notre intelligence pour se dire attention, comment cette pensée-là a été construite. Exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire celui qui dit qu'il n'est pas positionné, je réfléchis, en réalité il est en train de défendre une position, quelle est sa position, sur quel argument elle est positionnée, elle est posée, quels sont les éléments de preuve qu'il apporte à l'appui, voilà, et c'est ça l'esprit critique. Et ce qui est très important, c'est qu'on défende cette idée que les êtres humains, en tout cas, ont cette capacité à réfléchir, et y compris à réfléchir sur leur propre manière de réfléchir. Ça peut paraître un peu un télo comme ça quand on le dit, mais la réalité des choses, c'est qu'on a éminemment besoin, aujourd'hui, face à un monde, encore une fois, où les machines sont en train de, comme on nous dit elles sont capables d'intelligence artificielle. En réalité, rien du tout. Les machines ne font que comprendre comment fonctionne le langage et essayer de reproduire le langage. Mais elles ne produisent pas d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à comprendre comment on pense
sur quoi est construite cette pensée, et du coup de pouvoir se faire son propre jugement pour, comme je le disais tout à l'heure, se dire quelles sont les idées auxquelles je peux accorder ma confiance, quelles sont les idées auxquelles je n'accorde pas ma confiance. C'est ça qui est fondamental dans l'esprit critique. Il nous reste une petite demi-heure, on va prendre vos questions. Il est essentiel que chaque citoyen exerce son esprit critique, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que je suivais avec intérêt notamment les zététiciens. Vous parliez de Monsieur Sam tout à l'heure, c'est l'esprit critique, ça aussi, me semble-t-il. Et j'ai l'impression qu'on est passé d'un... Ce que je trouvais intéressant il y a quelques années aujourd'hui au niveau de la zététique, aujourd'hui semble se retourner contre elle. Ils ont l'air de devenir un peu tous dingues et de se tirer dans les pattes. Et on voit des dramas en permanence sur Internet au niveau de la zététique. Donc je voulais savoir un peu ce qui se passait à ce niveau-là. Et ensuite, la question, c'est aussi de savoir dans quelle mesure les journalistes aujourd'hui peuvent exercer leur esprit critique. Par exemple, est-ce que les journalistes de l'Est républicain peuvent parler du Crédit Mutuel? Est-ce qu'en fonction de l'actionnaire du journal dans lequel on travaille, le journaliste s'autocensure ou pas? Qui veut répondre? L'autocritique, elle est partout, je pense, dans le journalisme comme tout salarié vis-à-vis de son employeur, quelque part. Il y a de l'autocensure, alors peut-être pas à Vosges Télé, puisque effectivement tu expliquais le caractère mixte, en fait, qui est sûrement très sain de l'actionnariat. Après, évidemment, on a tous ce que fait Bolloré de ces médias, ou des médias qui ne sont pas encore les siens, mais sur lesquels il agit en sous-main. D'ailleurs, il risque 10% de son résultat net comme amende, ou du chiffre d'affaires, je ne sais pas, s'il est avéré qu'il a une influence actuellement sur le JDD. Donc peut-être que ça viendra. Mais effectivement, oui, il y a forcément de l'autocensure. Mais il y a des journalistes qui, justement, arrivent à la déjouer. C'est-à-dire... oui, vous pouvez être un journal qui appartient à une société de télécom. Ça ne vous empêche pas forcément de parler du concurrent. Oui, Bouygues a pu traiter dans ses médias de l'arrivée de Free sur le marché. Alors après, il faudra voir comment ils en ont traité. Est-ce qu'ils ont été, pas objectifs, mais honnêtes ou pas? Est-ce qu'il y a... Mais forcément, enfin, je pense qu'on ne peut pas nier qu'on réfléchit à deux fois avant de... Mais l'honnêteté, ce serait justement d'expliquer tout. Et de mettre... Et il y a des médias qui le font, qui font cet exercice de transparence. Vous voyez, alors c'est plus facile pour les médias, effectivement, qui appartiennent, par exemple, à des coopératives. Je pense à Alternative économique. C'est une coopérative, donc c'est peut-être plus simple. Mediapart, voilà, qui est en train de se transformer, qui s'est déjà transformé en fondation. Il y a ces discussions pour Le Monde aussi, mais c'est toute la thèse d'une sociologue économiste comme Julia Cagé, ouais, qui promeut l'idée que les médias se transforment en fondation pour ne plus être sous l'influence d'actionnaires privés qui sont souvent des industriels et dont la presse n'est pas le métier. En fait. On va peut-être pas cristalliser la question de l'esprit critique sur la question des médias. Si parmi vous il y a des gens que ça passionne, on leur donnera toutes les réponses. Peut-être pas celles qu'ils souhaitent, mais on leur donnera des réponses. Et maintenant, c'est à vous de poser toutes les questions. Pardonnez-moi, mais je voudrais quand même revenir à la question des médias. Sur la question de ce positionnement, parce que je voudrais vous demander si, à votre avis, le fait de ne pas se positionner par rapport à certaines... vous êtes une télévision un peu spécifique qu'un régional, et en partie privée, mais en partie publique aussi. Public, télévision publique. Ah, une raison de plus. Donc vous avez une certaine mission. Et je me demande si le fait de ne pas se positionner par rapport aux problématiques qui sont brûlantes de nos jours, et on les sait, on les connaît, vous avez cité l'environnement, mais aussi les thèmes concernant le recul de la démocratie et autres. Est-ce que ce n'est pas laisser le terrain à ceux qui se positionnent de façon extrêmement claire et forte,
qui savent pertinemment comment utiliser ces outils, qui savent pertinemment quelle narration, quelle rhétorique employer pour justement mettre en, mettre en sourdine l'esprit critique. Alors honnêtement, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Je suis désolé, à part le fait que voilà, on est une télévision locale, généraliste. Est-ce que ça peut permettre à d'autres de se positionner, qui ont des positions fortes, d'avoir un impact plus fort? Avec le temps, avec les réseaux sociaux, oui, il y a des choses. Mais alors attention, on est sur du local. J'ai envie de dire, au niveau national, sur une grande échelle, sur des grandes thématiques, ça peut peut-être avoir un impact. Mais nous, au niveau local, j'ai pas le sentiment que ça ait d'impact. Je vous donne des exemples très simples. Il y a eu des tentatives, grosso modo, à l'avènement un peu vraiment grand public de Facebook. Et il y a eu cette tentative de certains de faire un média indépendant qui ne faisait que lever des affaires. Mais c'était trop orienté, c'était trop positionné pour que ce soit crédible. Dans le sens où le but du jeu, c'était de démonter tel ou tel homme politique, tel ou tel parti. Enfin, je sais pas, au niveau national, ça peut peut-être marcher, j'en sais rien. Il peut y avoir une certaine aura, mais au niveau local, voilà, grosso modo, on est sur un département de 360 000 habitants, tout le monde, c'est facile de connaître du monde, c'est facile de se renseigner, c'est facile d'aller à l'info auprès de la personne source, entre guillemets. Je sais pas, pardon, j'ai pas le sentiment que ce soit un problème, quoi. Mais de toute façon, c'est pas notre raison d'être, tout simplement. On est un média. Si on devait se positionner et aborder les sujets de telle ou telle façon, mais bon sang, derrière, on se prendrait une énorme critique. Alors regardez, vous faites ça, vous prenez telle ou telle position, vous ne donnez pas la parole à tout le monde, etc. Enfin, ce serait horrible. Moi, si j'ai une carte de presse, c'est pour donner la parole à tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est de faire comprendre, enfin, de donner l'opportunité aux gens de comprendre la diversité du monde, la diversité des opinions, la complexité des choses des fois. Et Dieu sait si on est confronté, quand on prépare des reportages ou quand on prépare des émissions, à la complexité de sujets, et on est obligé de le retranscrire de façon simple et compréhensible par tout le monde, quoi. Quel que soit l'âge, quelle que soit la situation socio-économique, etc. C'est pas évident, quoi. Donc on a pardon, mais voilà, on a largement de quoi faire en étant généraliste. J'ai pas le sentiment qu'on se trahit. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On va prendre d'autres questions, si vous voulez bien. C'est peut-être pas Vosges Télé contre CNews, quelque part, si c'est ce que vous vouliez. Mais je pense vous faites des émissions de débat. Bien sûr. Donc vous faites progresser le débat en local, avec des voix discordantes, etc. Mais même dans les... De toute façon, dans les reportages, à quelques exceptions, dans les reportages, il y a un tel qui donne son point de vue, on va demander à l'autre quel est son point de vue. Enfin, pardon, mais c'est juste la base. Il y a ce soir, hein, si vous voulez pas regarder ces news, il y a du très bon travail sur le service public. Allô? Ah oui, ça marche. Oui, moi j'avais une petite question. En fait, pour résumer, c'est nous en tant que citoyens, comment est-ce qu'on peut faire le tri? C'est-à-dire que vous avez évoqué Monsieur Sam, où là vous venez d'en parler, le rôle des médias et des journalistes, vous êtes en quelque sorte des passeurs de l'information. Il y a aussi eu un certain professeur de Marseille dont on a parlé. Lui, il a parlé de quelque chose qui est son cœur de métier, parce que vous avez aussi parlé tous des experts, de pas forcément leur faire confiance, mais dans un sens, on est quand même obligé un peu de s'abandonner à eux, dans le sens où, en tant que citoyen, on ne peut pas compulser 10, 20, 30 ans de recherche qui ont été faites sur plusieurs sujets différents. Vraiment ? Monsieur finit sa question. Monsieur finit sa question, puis après... Vous voyez, on m'empêche de parler. C'est pas la force.
Non, il a interrompu 4 conférences déjà. Parce que depuis ce matin, j'essaie de la parole. Prenez la parole à Mais non, Vanessa, on me l'a parce que refusé. là, il a envie de s'exprimer aussi. C'est pas lié du tout au sujet. En tout cas, sur ce que tu viens de poser comme question, le sujet, c'est toujours pareil. C'est réfléchissons comment ce qui est par exemple la parole d'un expert est posée. Et la question, c'est de se demander, est-ce qu'il y a d'autres experts, est-ce qu'ils disent la même chose? S'il y a une divergence entre les experts, déjà, ça introduit le fait qu'on peut se dire, peut-être qu'il faut considérer que parmi eux, il y en a qui se trompent. Voilà. C'est ça l'esprit critique, c'est-à-dire être capable de se poser les bonnes questions. On n'aura pas forcément la réponse sur le fond, mais en revanche, si on entend un seul expert défendre une seule thèse et qu'on entend d'autres experts dire « attention, il y a d'autres thèses », on peut se dire « je dois prendre un certain recul et en tout cas pas donner toute ma confiance à celui-là ou à celui-là, puisque visiblement il y a divergence entre les experts. Ce n'est pas à moi de trancher la divergence, mais au moins je peux prendre une certaine distance avec ce qu'ils sont en train de dire. » Voilà. Et puis il y a des faux experts parfois. Et donc il faut aussi savoir un peu les démasquer et se dire, c'était l'exemple qui a été donné tout à l'heure de Allègre qui vient sur un champ qui n'est pas le sien, on n'est pas tous experts dans tous les domaines. Mais encore une fois, la question c'est effectivement comment on est capable de réfléchir sur la manière dont on est en train de penser les choses et de ne pas simplement être un réceptacle de plein d'informations qui nous tombent dessus et de se dire qu'est-ce que ces informations sont en train de produire sur moi. Alors, elles vont produire des émotions, elles vont produire des sensations, mais il faut aussi que je fasse fonctionner ma propre réflexion, ma propre raison, et que du coup j'acquière ma capacité à élaborer une réflexion là-dessus. Ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'on est une société qui nous apprend à réfléchir, notamment dans l'éducation? Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je disais beaucoup pourquoi, et la réponse qu'on a, c'est genre c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'ai la sensation qu'on est une société qui n'encourage pas l'esprit critique dans l'éducation. Et si c'est pas fait dans le plus jeune âge, comment ça peut venir après? Mais je ne veux pas répondre à la place des intervenants, mais il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis qu'on débat comme ça. Et vous posez la question, l'esprit critique, quelle est la vraie fonction de l'esprit critique? C'est une forme de prudence, c'est-à-dire on interroge le monde, on questionne nos choix, on active notre raison pour essayer de comprendre ce qui se joue à travers les questions qu'on se pose. Mais les effets de l'esprit critique, de l'activation de la raison, ils sont formidables. Bruno Latour le disait dans le domaine scientifique, mais c'est vrai beaucoup plus largement. C'est parce qu'on est prudent, parce qu'on exerce sa raison, qu'on peut commencer à prendre des risques. C'est-à-dire prendre des risques, c'est rentrer dans l'action. Et moi, je trouve ça formidable comme démarche. C'est-à-dire, on active sa raison, on essaye de balancer entre l'émotion et la raison et compenser par une part raisonnable. C'est ce que essaye de démontrer ou demande Gérald Bronner dans la réflexion sur les médias, mais c'est vrai dans le débat démocratique. Si vous commencez à croire Donald Trump qui explique qu'il faut s'injecter de l'eau de Javel pour lutter contre le Covid, vous êtes mal barré. Donc si vous commencez à être prudent dans ce que vous entendez dans le débat public, pas seulement les médias, mais les hommes politiques, etc., si vous activez votre raison, si vous bâtissez une stratégie prudentielle, mais qui n'est pas une stratégie peureuse pour confronter les arguments, avancer en raison, à partir de ce moment-là, vous pourrez avancer dans la vie en prenant des risques, parce que la vie, c'est pas un été noir, c'est pas le consensus mou, c'est avancer, c'est prendre des risques. La place dans l'éducation nationale, serait peut-être qu'on nous enseigne pas l'esprit critique. On nous fait ingurgiter du savoir, des connaissances, et peut-être pas suffisant. C'est peut-être là où tu voulais en venir. En fait, je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, mais les enseignants vont sûrement défendre, à juste titre, l'idée que, pour le coup, ça fait partie du corps de la mission de l'enseignant qu'à travers la matière qu'il enseigne, les connaissances qu'il transmet, d'essayer d'éveiller l'esprit critique.
Et ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, et que disent d'autres, mais encore mieux que moi, comme celui qu'on a cité tout à l'heure, Gérald Bronner, c'est aujourd'hui, on est probablement, et ça va dans votre sens du coup, à un basculement dans nos sociétés qui fait qu'il ne faut pas simplement éveiller l'esprit critique de manière sous-jacente à travers la transmission de connaissances, mais que ça devient un sujet en soi. Et que, du coup, il faut faire de l'enseignement de l'esprit critique quelque chose qui soit vraiment central dans l'éducation et qui soit visible. Parce qu'effectivement, pour le coup, il y a besoin de donner beaucoup plus de place à ça. Et probablement que, mine de rien, l'éducation a petit à petit basculé pour mettre le poids sur les connaissances qui sont transmises plutôt que sur la capacité à raisonner sur ces connaissances. Et ça, c'est pas la faute que de l'éducation, c'est aussi la faute de l'ensemble de notre société, notamment des entreprises, qui ont dit, moi je veux qu'on me produise des gens qui sont capables de recracher des connaissances, sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que les entreprises ont fait la mue, et qu'aujourd'hui, elles ont besoin de gens qui raisonnent. Moi, je dirige une entreprise, quand on embauche des collaborateurs, on sait qu'au bout de 3 ans, plus de la moitié des métiers dans l'entreprise, ils vont avoir changé. Et donc, on n'est pas en train d'embaucher des gens dont on sait d'avance quelles compétences on va avoir besoin chez eux. Par contre, on sait qu'on va avoir besoin qu'ils raisonnent, qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent apprendre et qu'ils puissent développer leurs connaissances, leurs capacités. Et ça, cette bascule-là, pour le coup, elle n'est pas encore complètement faite dans l'éducation. Sans forcer la main aux enseignants, mais on aimerait bien les entendre. Non, mais en fait, effectivement, il y a les enseignants dans leur enseignement, mais il y a quand même un métier qui est le professeur documentaliste, et c'est le cœur de leur métier, d'éduquer aux médias et à l'information, et donc à l'esprit critique. Alors, je ne vais pas redire, ça a été très bien dit, les différentes, voilà, toutes les étapes un peu. En revanche, moi, je trouve qu'il y a une chose qui est assez complexe, c'est que souvent, on n'accepte pas le doute, en fait, et il faudrait presque éduquer à accepter le doute. Et tout à l'heure, vous aviez parlé alors c'est autre chose, mais tout ce qui est scientifique, la science. Et j'avais entendu une fois à la radio dire que finalement, ce qu'on n'enseigne pas, c'est toutes ces étapes entre la recherche, là où on se permet le doute, on cherche, et à quel moment c'est de la science. Et il citait Galilée, en fait, voilà, à quel moment, à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens actuels pour vérifier, il n'y avait pas les satellites, il n'y avait pas ça, et à un moment, on a dit, ça y est, là, on arrête, c'est de la science. C'est devenu quelque chose de scientifique, et je trouvais cette démarche intéressante, c'est-à-dire vraiment cette évolution du doute, de la recherche vers la science, et à quel moment la science, et ça on l'enseigne pas, j'ai l'impression, c'est, voilà, à quel moment on dit que c'est de la science. On va prendre d'autres questions. Allez-y. Ne vous censurez pas. Si je peux me permettre, malgré l'avancée de la science, c'est pas parce que des choses sont prouvées que... C'est pas parce que des choses sont scientifiquement prouvées qu'elles sont acceptées par le plus grand nombre. Quand vous regardez les complotistes, voilà, et... Ouais. C'est... Ouais. Monsieur. Il me semble que quand on évoque l'esprit critique, il y a un élément dont on peut tenir compte, c'est le temps. Quand j'entends, il faut prendre du recul, il faut ménager des étapes. Et en revanche, on est poussé de manière globale à l'immédiateté. Alors l'émotion correspond bien à l'immédiateté, mais l'esprit critique a besoin de temps. Alors comment concilier l'environnement qui nous pousse dans l'immédiateté et la nécessité du temps et du recul pour l'esprit critique? Vous avez complètement raison de souligner cette difficulté. Rien que le fait d'être conscient de l'existence de la difficulté, c'est en partie justement pouvoir la résoudre. C'est là où je disais tout à l'heure, il faut qu'on prenne conscience de notre manière de penser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conscient que ce que je reçois immédiatement va très vite et que ce que je construis par la raison prend plus de temps, déjà, ça nous donne la capacité de se dire, attention, là, il y a une information qui vient de passer de manière ultra rapide, il ne faut pas forcément
pour rejoindre ce que disait François, que je décide mes actions en fonction de cette information, uniquement parce qu'elle a été rapide et immédiate, que je me donne le temps de la raison. Ça prend plus de temps, on est d'accord. Voilà, mais ça permettra probablement d'agir de manière plus confiante dans la vie ensuite. L'autre élément juste que j'ajoute à ça, par rapport à ce qui a été dit juste avant, il faut faire attention parce que quand on parle de la manière dont le débat tourne, là, on a tendance à dire soit l'esprit critique, au fond, c'est faire du journalisme, c'est-à-dire chercher à vérifier l'information, mais le journalisme peut porter une part d'esprit critique, mais en tout cas, l'esprit critique ne se réduit pas à faire du journalisme. Et de l'autre côté, on pourrait dire, mais c'est d'ailleurs un peu une critique qu'on peut faire parfois à certaines manières de présenter les choses qu'ont les sociologues, l'esprit critique, c'est faire la science. C'est pas non plus la démarche. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nous transformer ni en journalistes ni en scientifiques. Il s'agit de nous transformer en citoyens, en êtres humains responsables, capables de s'engager. Donc l'esprit critique, c'est quelque chose qui a des parentés avec le journalisme, a des parentés avec la démarche scientifique, mais relève avant tout de notre capacité à raisonner nous-mêmes. Et un élément clé là-dedans, c'est quand on raisonne nous-mêmes, on est capable d'apprécier la valeur des informations qu'on reçoit de l'extérieur, mais on est aussi capable d'apprécier la manière dont nous-mêmes nous réagissons et dont nous-mêmes nous produisons des informations. C'est un élément très important de l'esprit critique, c'est-à-dire de pouvoir se remettre en question soi-même. Et ça demande de la méthode et c'est vrai une certaine discipline et du temps, comme vous disiez. Vrai, moi, je m'efforce toujours, depuis longtemps, de lire et Libération, et Le Figaro, et Le Monde, et d'essayer de confronter tout ça, et d'aller écouter Hugo Décrypte de temps en temps, et d'essayer de comprendre un peu les postures, enfin les postures ou les lignes idéologiques ou les positionnements des uns et des autres. Et c'est vrai qu'il y a quand même une offre assez abondante. Donc pour se repérer là-dedans, oui, moi j'adore lire Le Monde diplomatique, mais je sais d'où il parle. Je sais que sur certains sujets, sur l'Amérique latine, il faut faire attention, bien qu'ils aient une expertise plus profonde que beaucoup d'autres. Je sais que l'idéologie parfois prend le dessus. Mais voilà, c'est en confrontant aussi, j'ai l'impression, les sources d'information que. Alors, le risque, c'est de jamais se positionner et de. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'avoir des idéologies bien. Juste une toute petite question, parce que je suis convaincu que c'est très important d'exercer son esprit critique, mais c'est bien aussi quand les personnes autour de nous le font. Je me demandais simplement si vous aviez déjà réussi à faire entrer des personnes autour de vous dans cette démarche. Au départ, vous sentiez qu'elles n'étaient pas dans cette démarche-là, et au fur et à mesure, par le dialogue, par l'échange, elles sont elles aussi entrées dans cette démarche. Je veux bien répondre à cette question, non pas à partir d'une expérience personnelle, je me tais sur cet aspect-là des choses, mais par des chiffres. Quand les fake news développées par Trump dans sa gouvernance des États-Unis, ce n'est pas une question journalistique, c'était un fait objectif, il gouvernait à coups de mensonges. Mais à partir du moment où la conscience du mensonge du pouvoir, on applique ça à Trump, à Bolsonaro de la même façon, aux États-Unis s'est produit un phénomène formidable. Tous les médias reconnus sur Internet ou version papier, New York Times, Wall Street Journal, etc., ont vu leur diffusion augmenter. C'est-à-dire qu'on peut postuler que quand la déraison s'installe, quand l'hystérisation du débat est à son maximum, que l'émotion envahit tout, le corps social a lui-même des capacités de réaction à ces phénomènes-là. Et aux États-Unis, ça a vraiment résisté quand les mensonges ou les délires étaient trop gros. C'est-à-dire que les Américains, collectivement, je ne juge pas individuellement chaque Américain, mais les Américains, collectivement, ont manifesté des signes de désir de retour à la raison. Et c'était très concret parce que les abonnements au New York Times sont chers. Encore des questions? Allez-y, allez-y. On n'est pas des experts, donc on n'a pas forcément les réponses. Des anecdotes. Ah oui, bah c'est oui.
Merci de m'en donner l'occasion, je vais essayer de faire court. C'est une association qui existe. Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ça part d'une critique pas des médias, mais de la manière, on va dire, du tropisme de beaucoup de journalistes pour traiter la catastrophe, l'événement qui clash, la polémique, etc. Vous voyez, cette appétence pour le côté négatif des choses, pour la moitié, enfin je ne sais pas si c'est la moitié d'ailleurs, mais une partie de la réalité qui est faite effectivement de catastrophes et dont nous, journalistes, je ne dis pas qu'on se satisfait, mais en tout cas, c'est un carburant. Et donc c'est à partir de cette critique, alors on pourrait dire, c'est parce qu'on a pensé contre nous-mêmes, journalistes, qu'on s'est dit, ah oui, il y a une autre partie de la réalité qui est faite aussi de réponses, de gens qui cherchent des solutions, qui arrivent parfois, qui échouent, etc. Et donc c'est ça l'idée de Reporters d'Espoir, c'est-à-dire le journalisme peut nous donner des raisons d'être pessimistes et parfois ça peut conduire au désengagement, en se disant je ne peux rien pour poursuivre sur le climat, c'est tellement énorme, de toute façon qu'est-ce que je peux faire moi à titre individuel. Là c'est quelque part, l'idée c'est de dire notre métier de journaliste ne sera pas complet si on ne parle pas et des problèmes, si on ne les analyse pas, et si on n'analyse pas en même temps les efforts qui existent pour tâcher de trouver des réponses. C'est un peu ces problèmes, solutions, difficultés, résilience, etc. Enfin, c'est cette dynamique en fait qui d'un certain point de vue, alors il y a 20 ans quand a été créée cette association, un certain nombre de journalistes notamment à la Croix adhéraient, et d'autres disaient c'est quoi, soit c'est naïf, c'est boy scout, ou ces gens qui veulent promouvoir, qui veulent faire de la com des entreprises. Et en fait on a eu beaucoup de mal, mais parce qu'on a travaillé sur nous-mêmes aussi. Peut-être qu'on a parlé de bonnes nouvelles un jour ou d'infos positives, et c'était là qu'était le problème, c'était aussi la sémantique qu'on utilise. Moi, je parle de journalisme constructif, ou porteur d'espoir, si on veut, mais l'idée, c'est de refléter cette tension qui est dans le réel, en fait, qui est dans le monde réel. Et l'idée, c'est de donner aux gens, aux lecteurs, les moyens de se projeter dans l'avenir, en fait. Parce qu'on pense... Tu citais des sociologues, etc. Il y a plein de neuroscientifiques, de psychiatres, de psychologues, etc., qui se sont penchés sur la question de comment l'information nous atteint. Est-ce qu'une info trop négative nous amène à nous replier sur nous-mêmes, en fait? Et ça a tendance à aller dans ce... La plupart des travaux que j'ai lus, en tout cas, vont dans ce sens-là. Donc, si on veut avoir le pouvoir, reprendre le pouvoir sur les événements, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait un truc comme un journaliste constructif ou orienté sur les solutions et pas que sur les problèmes. Enfin, voilà, c'était l'idée de rééquilibrer un peu les choses. Alors, moi, je suis un peu en dehors de ce que vous venez de dire. Je rebondis sur l'esprit critique. Pour moi, la philosophie, l'enseignement de la philosophie, pour moi, c'est une base de construction pour élaborer un esprit critique, tout à fait cohérent. Pourquoi enseigne-t-on seulement la philosophie en terminale et pas dans les filières pro? Ça y est. Oui, mais moi, ça m'interroge beaucoup. Il y a eu une tendance avec Frédéric Lenoir d'aller vers de la philosophie avec des enfants, mais c'est extraordinaire de travailler avec des enfants sur des sujets à leur niveau, bien sûr, mais c'est d'un enseignement terrible, quoi. Et pourtant, ça reste hyper confidentiel. Moi, on n'a pas progressé par rapport à ça, on est resté figé. Voilà. Ouais, la philo, et moi, je pense aussi... Moi, c'est les sciences économiques et sociales aussi qui m'ont ouvert au recul critique, je me souviens, en terminale ou en première. Et la philo... Je voudrais juste répondre sur la philo de manière tout à fait empirique. Je vous signale qu'on a nommé à la tête de Radio France quelqu'un qui avait fait ses classes sur une émission de philo. Ça veut dire quand même qu'on ne va pas parler que des médias, mais c'est qu'aujourd'hui, la demande de philo est très forte. Vous regardez l'offre éditoriale en matière de philosophie. Alors, souvent, c'est un petit côté aussi, je vous aide à vivre, mais bien-être. Mais quand même... par rapport il y a 20 ou 30 ans,
je pense que la philo est en train de... Le questionnement philosophique, plus exactement, est en train de retrouver une place dans le débat. Et on ne peut plus faire, quand on discute, quand on débat, comme si la philo n'existait pas. C'est-à-dire questionner les questions, ce qui est quand même le socle de la démarche philosophique. Dans la construction de l'enfant, on l'évoque très peu. Non, mais moi, j'ai passé ma vie à regretter qu'au lycée, il n'y ait pas de philo dès la seconde ou la première, par exemple. Enfin, moi, j'approuve complètement ce que vous dites, c'est-à-dire apprendre aux enfants à philosopher, entre guillemets, sans forcément leur dire, c'est très important. Mais pour continuer dans la réponse que François disait, en disant le débat philosophique revient dans la société, je le partage assez, ce point de vue-là. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir des revues qui poussent le débat philosophique existent encore assez bien. Voilà. En revanche, ce qui existe moins dans notre société, et qui est probablement aussi une des raisons pour lesquelles l'esprit critique est un peu a besoin d'être éveillé et recultivé, c'est les intellectuels. Moi, j'ai une formation un peu à cheval entre la philo, les sciences politiques et le droit, mais j'avais eu des enseignements par Luc Ferry en philosophie politique, et il démarrait son cours par une réflexion sur le rôle des intellectuels dans la société française, et je pense qu'il avait éminemment raison. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus d'intellectuels. C'est-à-dire que vous n'entendez pas, vous ne voyez pas, ou quand vous voyez des gens qui font les pseudo-intellectuels, ils font de la com. Je viens de citer Luc Ferry, je veux dire, il réfléchit plus beaucoup quand il parle. Et c'est bien dommage, parce que pour le coup, il en est capable. Et donc, il y a un enjeu, je crois, à essayer de faire en sorte qu'on réveille le débat intellectuel, à défaut de réveiller le débat critique, et peut-être avec ça le débat critique ensuite. On arrive, je crois, au terme de ces échanges. Je vous remercie tous. Je remercie Guillaume Legault, je remercie Ludovic Bricilla et Gilles Van der Potten. Et je voudrais que vous ne partiez pas de ce débat en disant, comme l'a fait remarquer Guillaume, que vous partiez en vous disant l'esprit critique, c'est une affaire de médias ou éventuellement de philosophes. L'esprit critique, c'est notre affaire à chacun d'entre nous, et je dirais, Guillaume l'a déjà dit, je le répète, comme citoyen. C'est-à-dire comment est-ce qu'on regarde le monde, comment est-ce qu'on se positionne dans ce monde, quel regard on porte sur les fonctionnements et les dysfonctionnements, pour pas s'occuper seulement des trains qui arrivent en retard, mais aussi éventuellement des trains qui arrivent à l'heure, mais s'intéresser au monde et le questionner sans fin, pour essayer ensuite, après mûre réflexion, de faire des choix et d'entrer dans l'action. Il ne suffit pas de penser le monde, il faut le transformer, c'est du Karl Marx.